Bonjour, bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler principalement des VPN, de la technologie VPN. Euh, voilà les différents sujets sur lesquels on va discuter. C'est quoi un VPN? On va parler un peu de chiffrement, on va parler du protocole IPsec, on va parler des IPsec LAN to LAN tunnel, d'autres appellent ça site to site, des VPN site to site. On va parler des VPN GRE, des Grey VPN. On va parler des IPsec over GRE. On va parler des static VTI, des SVTI tunnel. Voilà un peu ce sur quoi va porter les différentes vidéos sur le sujet de VPN. En fait, le but, c'est d'essayer de vous expliquer de la façon la plus simple possible les différentes notions technologiques et surtout en réseau, afin que vous compreniez quelle est l'origine, quel problème ça résout et comment est-ce que ça s'implémente. Donc voilà quoi. On va commencer. C'est quoi un VPN? La version, la réponse la plus facile, en fait, c'est pas la réponse la plus facile. Beaucoup de personnes, quand ils pensent à VPN, ils pensent à sécurité, ils pensent à encryption, au chiffrement. Le VPN, ce n'est pas du chiffrement, ce n'est pas de la sécurité. Non, ce n'est pas ça. VPN, est un acronyme fait pour Virtual Private Network, n'est pas du chiffrement. En réalité, un VPN est un moyen d'interconnecter deux ou plusieurs réseaux privés à travers un réseau public. Two or multiple network, private network through a public network. Ça signifie quoi? Je prends un peu là. Je vais un peu essayer d'expliquer. Let me change the color to black. La couleur en noir. En fait, attendez, j'ai un diapo là qui est. Oh, sorry. J'ai une diapo qui va apparaître. J'utilise ça comme un tableau. Voilà. Voilà ce que je disais donc. En fait, vous avez un site. Je prends une entreprise, main d'écriture, ABC. L'entreprise ABC a son premier site. Je vais appeler ça site A. Elle a son deuxième site dans une autre ville ou dans un autre État, aux États-Unis, peut-être au Maryland, site B. Elle veut que les différentes personnes ou les différents services disponibles sur le site A puissent communiquer avec le site B et vice-versa. Mais pour cela, elle ne peut pas créer un réseau directement entre le site A et le site B. Le site A est peut-être au Texas, le site B est au Maryland. C'est trop distant. Donc, ils passent par un opérateur, il y en a plusieurs, et c'est ça leur rôle en fait. Ils fournissent ce genre de service. Un service provider. Ici, c'est mon ISP, mon opérateur, Internet Service Provider. Ils passent par un opérateur et font une liaison de type VPN. On va changer la couleur. Prenons par exemple le bleu. Ils font une liaison de type VPN entre le site A et l'opérateur et le site B et l'opérateur. Et sur cette liaison-là, ils permettent au site A, qui est un private network, qui est un réseau privé, private network, et aussi leur réseau privé, private network, sur le site B, ils vont faire une liaison VPN qui leur permet à ce que le site A puisse communiquer avec le site B. Donc un VPN est un moyen d'interconnecter deux ou plusieurs réseaux privés grâce à un réseau public. Parce que le réseau de votre opérateur est un réseau public, parce que ce n'est pas un réseau que vous contrôlez. Vous n'avez pas d'accès dessus. Et plusieurs personnes se connectent dessus. C'est pour ça qu'il est privé. Par contre, le site A et le site B appartiennent à l'entreprise ABC. Du coup, c'est l'entreprise ABC qui le contrôle. C'est un réseau privé propre à l'entreprise ABC. Donc, c'est en fait ça un réseau, un VPN, ce moyen d'interconnecter les différents sites. Maintenant, le VPN, il existe deux grandes catégories de VPN. Il y a des VPN. I bought it. Il existe deux grandes catégories de VPN. Il existe des VPN, des service provider VPN. C'est les types de VPN que les service providers, les fournisseurs de services, vont vous proposer afin de connecter vos différents sites. Parmi ces différents, on a les MPLS VPN. Il existe deux types, Layer 2 et Layer 3. On a des VPLS qui sont des types de Layer 2 VPN. On a Frame Relay qui est une technologie assez ancienne que beaucoup de personnes n'utilisent plus. À côté de ça, maintenant, on a la deuxième catégorie, les IP-based VPN. Un IP-based VPN, en réalité,
C'est un VPN que l'entreprise même peut déployer et l'entreprise a un contrôle dessus de bout en bout. On a les tunnels, les VPN de type GRE, Generic Routing Encapsulation, et on a des VPN de type IPsec. Donc, dans cette section, je vais appeler ça cette section parce qu'elle va être composée de plusieurs vidéos, nous allons parler des différents types de VPN, Service Provider VPN, IP-based VPN, en commençant par les IP-based VPN. Mais la base ici est d'abord de vous faire comprendre c'est quoi un VPN, pourquoi il a été créé, quels problèmes il résout et quels sont les différents piliers sur lesquels il s'appuie afin de résoudre ces différents problèmes-là. Donc, c'est ça un VPN. Ensuite, voilà, nous allons un peu parler du chiffrement. C'est quoi le chiffrement? Parce que en termes de VPN, en réalité, le VPN offre un moyen d'interconnecter, si vous vous souvenez, deux réseaux privés par un réseau public. Parce que le réseau intermédiaire est un réseau public, because it's a public network, le réseau intermédiaire de votre ISP, plusieurs personnes se connectent et même votre ISP est connecté dessus. Ici, j'ai B et même votre ISP est connecté dessus. Parce que ça, c'est un réseau public. La sécurité est recommandée quand vous faites un VPN parce que vos données vont traverser par un réseau public. Du coup, on vous recommande de les sécuriser. C'est pour ça que la sécurité est importante quand on fait les VPN. Mais vous pouvez faire des VPN sans sécurité. Du coup, en tant que norme, les VPN peuvent être déployés sans sécurité, mais en réel, en entreprise, vous ne pouvez pas déployer un VPN sans sécurité, ce n'est pas recommandé. C'est pour ça que dans cette vidéo qui parle des VPN, nous allons parler de chiffrement. C'est quoi le chiffrement? En anglais, on appelle encryption. Le chiffrement en anglais, c'est encryption. Donc, chaque fois que vous allez voir encryption dans la documentation ou encryption, ça fait allusion au chiffrement. Le chiffrement est un moyen d'encoder un message que vous voulez envoyer à une autre personne afin qu'il n'y ait que l'expéditeur et le destinataire qui comprennent ce que le message signifie. Prenons un peu l'exemple que nous avons dans cette vidéo. Ici, j'ai le site A qui a le routeur R1. J'ai le site B qui a le routeur R2. A veut communiquer avec B et A envoie le message par un réseau public. Ici, c'est ce qu'on a appelé notre ISP. Mais en chiffrant le message qu'il a envoyé. Comment est-ce qu'il chiffre? Afin de chiffrer, vous devez vous entendre sur un algorithme de chiffrage, mais surtout sur une clé de chiffrage. Ici, on a pris l'exemple d'une clé de chiffrage simple. Dans ma clé de chiffrage, je vais dire que la lettre A, c'est 1, la lettre B, c'est 2, C, c'est 3, L, c'est 4, R, c'est 5 et tout le reste. On a la même clé de chiffrage. A et B ont la même clé de chiffrage. Ce qui se passe, c'est quoi? Si par exemple, A veut envoyer le message calé, va envoyer le mot calé à B, quand il va chiffrer son message, il va remplacer C par la lettre 3, A par la lettre 1, L par la lettre 4, E par la lettre... j'ai pas E. Oh crap, j'ai pas E. Bon, remplaçons ça par A pour que ça make sense. Par la lettre 1 et R par la lettre 5. Il va envoyer 3, 1, 4, 1, 5. Lorsqu'il envoie ce message, si ici j'ai un hacker, un gars qui est là, nerveux là, son rôle c'est de pirater les données qui passent dans le réseau public. Il pirate, il va avoir 3, 1, 4, 1, 5. What does that mean? Ça signifie quoi? Il ne comprend pas ce que ça signifie. Il dit, bof, j'ai essayé d'interpréter, je ne comprends pas ce que ça signifie. Mais quand le même message arrive chez B, B reçoit 3, 1, 4, 1, 5. Il utilise, parce qu'ils se sont entendus sur les clés de chiffrement, il utilise la clé de chiffrement pour déchiffrer. Il dit 3, suivant ma clé de chiffrement, ça va faire C. 1, suivant ma clé de chiffrement, ça va faire A. 4, ça va faire L, A et R. Il dit, ah tiens, il voulait m'envoyer Kala. Il a le message original qui voulait être envoyé. Mais, à part R1 et R2, n'importe quelle entité dans le réseau public ne pourra pas interpréter le message qui a été envoyé, d'où le chiffrement. C'est à ça que sert le chiffrement. Maintenant, quel est le problème avec le chiffrement qu'on vient de voir? Le problème qu'on a avec le chiffrement qu'on vient de voir, c'est que c'est un chiffrement manuel et statique.
Si on continue à s'envoyer les messages en utilisant le même chiffrement, ce gars au milieu, je prends ça, ce gars au milieu, à force de guetter, il va finir par se dire que, mais tiens, tous les jours je reçois, et il va utiliser des algorithmes tels que, il y a des gars qui sont toujours là pour réfléchir, il va utiliser des algorithmes tels que le brute force attack, et grâce au brute force attack, il va pouvoir déceler, à force de recevoir des messages, que A égale à 1, B égale à 2. En réalité, il va pouvoir déceler votre algorithme de chiffrage, à force de recevoir les messages. Du coup, c'est un problème. C'est bien, c'est statique, ça résout le problème de chiffrement à un instant T, mais à la longue, c'est un problème. Parce que le hacker va finir par deviner quelle est la clé de chiffrement, va pouvoir calculer grâce à cet algorithme-ci. Maintenant, quelle est la solution? La solution, en fait, c'est qu'on est passé à un chiffrement dynamique. Ça veut dire que la clé de chiffrement, la clé que j'utilise pour coder mon message ici, elle n'est plus statique, elle est dynamique. Ça veut dire qu'à un certain moment, à une certaine fréquence que je vais définir F, je vais dire, ah non, tiens, j'utilise plus ça. Désormais, A, c'est 80, B, c'est 100. Le gars a reçu 100, je sais pas, 50 messages avec son algorithme brute force. Il voulait déchiffrer. Et tout d'un coup, pap, ça change. C'est comme s'il recommençait à zéro. À tout moment, il va passer le temps à recommencer à zéro et il ne va jamais réussir à retrouver la clé de chiffrement qu'il a utilisée. Mais l'option qu'on choisit pose beaucoup d'autres problèmes. On va voir ça pendant notre explication. Mais en réalité, c'est ça. La notion de chiffrement, la notion de clé, la notion de chiffrer un message, de crypter un message, encrypt le data. Et il faut bien comprendre ici pourquoi est-ce qu'on passe au chiffrement dynamique. Les gars qui ont créé la première solution de chiffrement dynamique, je crois qu'ils étaient deux. Ils s'appelaient, l'un des ingénieurs c'était Diffie et l'autre c'était Hellman. Donc le mécanisme qu'on utilise pour le chiffrement dynamique, c'est ce qu'on appelle Diffie-Hellman, DH. Vous allez constamment entendre Diffie-Hellman key. Maintenant, le Diffie-Hellman key, c'est en fonction des tailles. Vous allez entendre Diffie-Hellman key, taille 512, taille 1024, taille 1536, quelque chose comme ça. Ça, c'est la longueur de la clé de chiffrement. Plus grande est la longueur, plus complexe est le chiffrement. Mais c'est un downside, parce que plus complexe est le chiffrement, le routeur, qui est comme un ordinateur, qui a un processeur et une mémoire, va plus travailler afin de crypter et de décrypter, de chiffrer et de déchiffrer. Donc, en général, on recommande d'utiliser un Diffie-Hellman key de 1024 qui vous permet, c'est un peu comme une sorte d'équilibre entre la sécurité et la disponibilité. Ça veut dire que vous allez crypter, c'est assez sécurisé, mais en même temps, ça ne prend pas beaucoup de ressources sur l'équipement. C'est donc ça le Diffie-Hellman key, le chiffrement dynamique. Maintenant, on va parler donc comment est-ce qu'un tunnel sécurisé s'établit. Je vais passer un peu au tableau pour vous expliquer. Comment est-ce qu'un tunnel s'établit? J'ai une entité A, on va dire n'importe quoi. J'ai un routeur A qui veut communiquer avec un routeur B à travers un réseau public d'un ISP que voici. Il va créer un tunnel sécurisé afin de crypter le message qui se passe. C'est ça le tunnel VPN qui crée entre les deux. À partir de maintenant, je veux qu'on retienne un VPN, c'est deux choses. La clé de cryptage. La clé de cryptage, c'est quelle clé est-ce qu'on utilise pour crypter le message. Le E, le encryption, ça c'est le key. Le encryption va dire la clé que vous avez, quel est l'algorithme de cryptage que vous allez utiliser. Dans cette vidéo, je ne vais pas entrer en détail dans les notions de cryptographie et de cryptage, mais retenez que les algorithmes de cryptage actuellement les plus utilisés, il y a AES, il y a DES et il y a triple DES. Et enfin, il y a l'algorithme de hachage. C'est quoi le hachage? Un autre paramètre de sécurité important qu'il faut retenir dans les VPN, c'est que comment est-ce qu'on s'assure que le message lambda que A a envoyé à B n'a pas été modifié au cours de son parcours. A peut avoir envoyé lambda à B et on envoie le gars qui était sur le milieu, le méchant gars. Il essaie de décrypter le message, il n'arrive pas, mais il change le message. Il envoie plutôt bêta à B, B reçoit bêta. Il faut qu'on mette sur pied un mécanisme qui permet de confirmer que le message que A a envoyé à B est bien le message que B a reçu. Et ça, c'est le rôle de l'algorithme de hachage. Il vérifie ce qu'on appelle
l'intégrité du message, de message, de packet integrity. Et les algorithmes de hachage utilisés actuellement, les plus utilisés, il y a MD5, il y a SHA. En réalité, ce qu'ils font, d'une façon simple, de la façon la plus simpliste, je ne vais pas tirer la foudre des cryptographes sur moi, de la façon la plus simpliste, c'est que tu m'as envoyé un message, j'applique une formule mathématique pour calculer une formule mathématique sur tous les nombres qui font partie de ce message. Et le résultat, je le mets quelque part. Quand B applique la même formule mathématique, si elle n'obtient pas le même résultat, elle conclut que le message a été modifié. Si elle obtient le même résultat, le message n'a pas été modifié. Donc, lorsqu'on établit un tunnel VPN, il y a deux choses. Il y a la clé de cryptage qui va être utilisée pour enchiffrer les données. Il y a l'algorithme de cryptage qui va être utilisé pour le chiffrage des données. Ensuite, il y a le hachage. Il y a une dernière partie qu'on appelle l'authentication, qui n'est pas très important, mais en fait, ça, c'est authentifier les différentes parties qui échangent, que A se rassure qu'il échange bien avec B et que B se rassure qu'il échange bien avec A. En général, ça se fait par la clé de cryptage. La clé de cryptage va vous rassurer que c'est une clé, on va voir ça un peu devant, de pressure key. A et B doivent avoir le même pressure key. S'ils ont le même pressure key, ça veut dire qu'effectivement, c'est A qui communique avec B. Sinon, pas le même pressure key, ce n'est pas A qui communique avec B. C'est ça qui authentifie les différentes parties. Donc, d'une façon sommaire, il faut retenir, il faut garder, quel que soit le VPN qu'on va voir à l'avenir, quel que soit le VPN qu'on va voir à l'avenir sécurisé, un VPN, c'est trois choses. Lorsqu'on veut établir un VPN sécurisé, la première chose, le key, la clé. La deuxième chose, c'est the encryption mechanism. Et la troisième chose, c'est the hashing algorithm, l'algorithme de hachage pour l'integrity. The key, the encryption, the hash. K-E-H. Il faut retenir cela. Pour le cas spécifique des VPN, je vais un peu vous parler de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? On a le site A. Revenons à notre couleur d'origine noire. On a le site A qui veut communiquer avec le site B. Très bien. Et il veut passer par l'intermédiaire. Je vais un peu changer ça. Prenons notre fameuse couleur rouge. Jaune. Ici, on a notre réseau de notre fournisseur qui est l'ISP, qui ici est notre réseau public. Maintenant, revenons au bleu. Il veut établir un tunnel sécurisé. On a vu, le VPN, c'était trois choses. Afin d'établir un tunnel sécurisé, il fallait trois choses. The key, the encryption, the hash. The key, the encryption, and the hash. On a ces trois éléments qui entrent en jeu. Maintenant, comment ça se passe? A et B veulent établir un tunnel sécurisé. Ils doivent partager la même clé, le même algorithme de cryptage et le même algorithme de hachage. Ils doivent échanger ces trois paramètres. Au tout début, on s'est dit, tiens, dans la diapositive précédente, on s'est dit, tiens, on peut faire une clé manuelle. Je définis manuellement quelle sera la clé. Mais on a vu qu'à la longue, en utilisant la même clé pour crypter les données, le hacker peut finir par détecter la clé en utilisant l'algorithme, des algorithmes tels que les algorithmes de brute force attaque. Et on s'est dit, la solution à ça, c'était de passer par des clés dynamiques, des clés qui allaient changer avec le temps. Et on a parlé de la fameuse méthode du mécanisme de Diffie-Hellman, la clé de Diffie-Hellman. Donc, ce qui se passe en fait, c'est quoi? On s'est dit, A et B veulent échanger. Au début, A et B vont utiliser une clé prédéfinie qu'on a appelée la PSK, de Pressure Key, la clé prépartagée. Ça, c'est une clé qu'au tout début, A doit avoir la clé, B doit avoir la même clé. Vous la configurez statiquement, mais ils doivent avoir la même clé. Maintenant, ils utilisent de Pressure Key, un algorithme qui choisit, on va dire n'importe quoi, AES, un hachage qui choisit SHA. On va voir comment configurer. Ici, il a AES. Ici, il a SHA.
Donc, on a un pré-share key. On s'est dit que le pré-share key, let's take, pour ce cas, c'est Cisco par exemple. Le pré-share key Cisco. Normalement, vous devez utiliser quelque chose de plus compliqué. Voilà le pré-share key qu'on va utiliser. Ils se disent qu'on va établir un tunnel sécurisé en utilisant le pré-share key Cisco, de encryption algorithm AES et de hashing algorithm SHA. Ils établissent un tunnel sécurisé. Je mets ce tunnel-là différemment. Un premier tunnel sécurisé. Mais, on s'est dit que ce tunnel sécurisé-ci, s'il l'utilise pour échanger les données, à la longue, le hacker va finir par déterminer quelle est la clé qu'ils sont en train d'utiliser et l'algorithme pour crypter. Il va finir par déterminer ça en utilisant brute force attaque. L'astuce ici, c'était d'utiliser une clé dynamique afin de résoudre ce problème. Mais si on utilise une clé dynamique, ça veut dire que A va avoir une clé à chaque fois qu'il va changer, B va avoir une clé à chaque fois qu'il va changer. Mais comment ils vont faire pour s'échanger les clés? A a sa clé, B a sa clé. Je ne sais pas quelle clé tu utilises, je ne sais pas quelle clé tu utilises. Et après un certain temps, après une certaine fréquence, vous allez changer les clés. Donc, il faut trouver un moyen de vous partager, un moyen sécurisé de vous partager les clés. C'est donc ce qui se passe. Les premiers paramètres, la clé, l'encryption et le hash, créent un premier tunnel qu'on appelle le tunnel de phase 1. Le rôle du tunnel de phase 1 est de créer un tunnel sécurisé. Pourquoi? Pour échanger la deuxième clé. Ça veut dire que A va utiliser l'algorithme de Diffie-Hellman, créer une clé que je vais appeler Session Key, la clé de session, la clé pour crypter même les données de A. B va utiliser Diffie-Hellman, créer sa part de clé Session Key de B. Il va dire, OK, voilà ce que moi je vais utiliser pour crypter les données. A va dire, voilà ce que je vais utiliser pour crypter les données. Le problème qui se pose, c'est comment est-ce qu'on échange ces informations-là? Comment est-ce que je te donne ma clé? Comment est-ce que tu me donnes ta clé? Si on s'envoie ça d'une façon non sécurisée, l'arnaqueur ici, il va facilement, le hacker va facilement avoir la clé parce qu'on l'a échangé de façon claire. Donc, la phase 1 d'un tunnel, la première phase d'un tunnel sécurisé, grâce à la clé prépartagée et à ces différents paramètres que vous avez prédéfinis, établit un premier tunnel sécurisé dont le but est d'échanger les clés de session créées par Diffie-Hellman. Ça veut dire que dès que je fais ma phase 1, j'établis le premier tunnel, j'envoie la clé de session de A. A dit à B que voilà ma clé de session, B dit à A, voilà ma clé de session. J'envoie ça par ce tunnel-là. Et dès que je l'ai envoyé par ce tunnel, prenons la couleur verte. Dès que je l'ai envoyé bleu par ce tunnel, A a généré sa propre clé de session. Grâce au tunnel établi par la phase 1, B, il a reçu la clé de session de B. B a généré sa propre clé de session B et il a reçu la clé de A par le tunnel sécurisé. Le rôle du tunnel de phase 1 est de permettre l'échange des clés de session qui vont permettre à crypter les données. Dès que vous avez échangé les sessions, la phase 1 a fini son travail. What happened? C'est fini avec la phase 1. Le premier tunnel sécurisé qui a été créé passe en mode idle. Il n'envoie plus de données, il ne fait plus rien. Il est en mode inactif. Ce qui fait que, parce que le problème qui se posait, c'est qu'on utilisait une clé manuelle et on avait peur qu'à force d'envoyer les données, le hacker devait détecter quelle est la clé manuelle. Mais comme la phase 1 a seulement échangé les clés de session et a arrêté de fonctionner, il n'y a plus de données qu'il envoie. Ce gars au milieu n'a pas l'opportunité de recevoir assez de données pour pouvoir détecter quelle est la clé de cryptage parce que le tunnel est passé en idle. Mais maintenant, la clé dynamique qui a été échangée entre A et B, si elle est utilisée pendant longtemps, elle sera aussi détectée. Donc, ces clés ont une durée de vie qu'on va appeler le lifetime. C'est un paramètre qu'on appelle le lifetime. Par défaut, sur les routeurs Cisco, c'est 3600 secondes, c'est-à-dire, je pense que c'est 24 heures ou c'est 1 heure. C'est 1 heure, je pense. Vous pouvez changer, c'est 1 heure. Sorry. 3600 secondes, c'est 1 heure. Ça veut dire qu'après 1 heure, le gars qui est passé en idle aussi passe encore en actif. Parce qu'après 1 heure, A va générer une nouvelle clé de session qui va devoir échanger avec B. Mais entre-temps, avant ces 1 heure, la première clé qu'ils ont reçue, vu qu'ils ont réussi à s'échanger cette clé, à s'échanger les différentes clés,
Lorsque A va envoyer un message à B, il va crypter avec sa clé A qu'il avait générée. B, ayant déjà la clé de A, il va décrypter avec la clé de A. Quand B veut échanger un message, il va crypter avec la clé de B. A, ayant déjà la clé de B, va décrypter avec la clé de B. Et c'est donc comme ça qu'on fait l'échange des données. Donc, voilà un peu. Maintenant, on a créé des protocoles. Il y a des protocoles qui ont été faits pour gérer cela. J'ai le routeur A, j'ai le routeur B, j'ai mon ISP, le réseau public, et il veut faire un tunnel sécurisé. On a vu qu'il y a deux tunnels qui vont être créés. Deux tunnels sécurisés qui vont être créés. Le premier tunnel, le tunnel de la phase 1, qui aura ses paramètres, la clé, l'encryption et le hash. La clé, ce sera le prêcheur qui, une clé prédéfinie que vous aurez à l'avance. Mais le rôle de tunnel 1 est de créer un tunnel afin d'échanger de session key. Et quand on échange de session key, grâce à la clé de session qui a été échangée, un autre tunnel, la phase 2, va être créé. Sa clé, ce sera le session key qui a été échangé grâce à l'algorithme quoi, Diffie-Hellman, un nouvel algorithme de cryptage et un nouvel algorithme de hachage. Donc, on a deux tunnels qui se créent, la phase 1 et la phase 2. Le rôle du tunnel de la phase 1 est de créer un tunnel sécurisé pour échanger les clés de session qui vont être utilisées pour créer le tunnel de la phase 2. Et ça, c'est pendant une fréquence qu'on a appelée le lifetime. Maintenant, pour gérer la phase 1 de façon dynamique, un protocole a été mis sur pied, le protocole ISA KMP, ou certains l'appellent encore IKE. Il fonctionne sur le port UDP 500. Pour gérer la phase 2, un protocole a été créé, ESP, qui fonctionne. ESP ne fonctionne pas sur un port TCP, c'est un protocole à lui-même qui fonctionne sur IP 50. Donc voilà les deux protocoles qui vont être utilisés pour créer un tunnel, pour créer un VPN. Quels que soient les VPN que nous allons voir, les VPN sécurisés, on va voir les deux phases. La phase 1, la phase 2. Il y aura beau avoir des changements, des petites variantes, mais il faut retenir, un tunnel, c'est la clé, l'algorithme de cryptage, de chiffrage et l'algorithme de hachage. La clé, l'algorithme de chiffrage et l'algorithme de hachage. Les deux phases du tunnel. La phase 1, c'est la phase où on crée le premier tunnel sécurisé en utilisant la clé prédéfinie de pré-share key, pré-partagé et prédéfini entre A et B. On utilise un algorithme de cryptage défini, un algorithme de hachage. On échange une clé de session qui sera générée par Diffie-Hellman. Diffie-Hellman de chaque routeur, l'algorithme Diffie-Hellman va générer une clé de session qui sera échangée à la phase 1. Lorsque la clé de session est échangée, la phase 2 passe en jeu. La phase 2 utilise comme clé la clé de session échangée, un algorithme de chiffrage, un algorithme de hachage. Et après un certain temps, le tunnel de la phase 2 sera détruit parce qu'il faut changer la clé de session. Une nouvelle clé de session sera générée. La phase 1 va repasser en action pour échanger la nouvelle clé et un nouveau tunnel de phase 2 va être créé et c'est ainsi de suite que les données vont être échangées. C'est un peu ça le principe. Donc c'est ça qu'on essaie d'expliquer. Les clés générées par Diffie-Hellman doivent être échangées entre les deux entités. L'entité A, qui est le routeur A, a besoin de la clé de l'entité B afin de déchiffrer les données venant de A venant de B et vice-versa. Un tunnel sécurisé est requis pour l'échange des clés. Un tunnel sécurisé requiert trois éléments au minimum. La clé de chiffrement utilisée pour chiffrer les clés de chiffrement de données générées par Diffie-Hellman, aussi connu sous le nom de pré-share key. Elle doit être la même entre les deux entités. Le mécanisme de chiffrement, on a DES, on a 3DES, on a AES. Ça, c'est les algorithmes de chiffrement pour la confidentialité des données. L'algorithme de hachage, MD5 ou SHA, assure l'intégrité des données. Et maintenant, afin d'échanger les clés générées par Diffie-Hellman pour le chiffrement et le déchiffrement, un protocole a été développé, le protocole ISA-KMP IKE, qui fonctionne. ISA-KMP IKE fonctionne sur le port UDP port 500. Donc, si vous avez un firewall entre vos VPN, rassurez-vous que vous autorisez le port 500.
Maintenant, la phase 2, le tunnel de phase 2, c'est le tunnel d'échange des données, effectivement. Une fois les clés de chiffrement échangées, tout est prêt pour le tunnel de données. Et le premier tunnel de phase 1 passe à l'état idle, très important, il n'est plus utilisé. Un nouveau tunnel est mis sur pied pour l'échange des données. Comme tout tunnel sécurisé, ce tunnel requiert 3 éléments. La clé, l'algorithme de cryptage et l'algorithme de hachage. La clé utilisée est celle générée par Diffie-Hellman et échangée lors de la phase 1. Les paramètres de chiffrage et de hachage doivent être définis pour ce tunnel. Le protocole utilisé pour cette phase est le protocole ESP, Encapsulation Security Protocol. C'est le protocole IP port 50. Donc, c'est un peu ça. Donc, d'une façon voilà un récapitulatif de ce que c'est. J'ai le routeur R1 qui veut communiquer avec le routeur R2. Diffie-Hellman clé les clés de session, session key R1, session key R2. Avant ça, on a la clé prépartagée pour le tunnel de phase 1 qui utilise ISA-KMP qui fonctionne pour ajouter plus de détails, UDP port 500. Plus bas, on utilise ESP qui fonctionne sur IP, c'est un protocole à lui seul, IP port 50. Ça, c'est l'échange des clés, ça, c'est l'échange des données. Donc, c'est ça. Pour la suite, on va faire une petite démonstration. On va configurer un tunnel, on va configurer les différents types de VPN actuellement. On va commencer par un tunnel site-to-site. Voilà un petit lab que j'ai monté. Mon environnement de lab, c'est Eve Next Generation. J'ai les différents iOS, les différentes images pour les différents équipements. Donc voilà, de quoi est constitué notre lab. On a un switch, on a un routeur, on a un deuxième routeur, un troisième routeur. De ce côté, on a le site A du client ABC. De l'autre côté, on a le site B. Le routeur R3 représente le service provider, le fournisseur d'accès Internet. C'est lui qui a interconnecté de façon publique vos deux sites. Il est donc question ici. De quoi est-il question ici? Attendez, je prends. Il est donc question ici de créer un tunnel sécurisé de telle façon que le réseau privé du client ABC de ce côté puisse communiquer avec son autre réseau privé qui est dans une autre ville. Vous voyez que les adresses utilisées ici, la 10 10 10 100, la 10 10 10 200 et la 10 10 20 et la 10 10 30 sont des adresses privées. Normalement, elles ne devraient pas passer par Internet. Et ce qu'on fait en fait, c'est que au niveau de l'ISP, il permet juste la connectivité entre les ports 1. Ça veut dire que de l'adresse 200.111, qui est une adresse publique, je peux pinguer celle-ci, je peux atteindre celle-ci. Ça veut dire que les deux-ci peuvent communiquer uniquement par ces adresses-ci. Mais les adresses privées-ci, on va faire un test rapidement. Je vais ouvrir le PC10 très rapidement. Voilà le PC10. On va constater que le PC10 ipconfig, j'espère que vous voyez bien, attendez, j'agrandis pour une meilleure visibilité. Bon, ça va prendre un peu plus d'écran, on va revenir. Je suis sur le PC10. Si je fais upconfig, on voit que le PC10 a l'adresse 10.10, 10.10.20 et sa gateway c'est 10.10.21. Il peut bien pinguer sa gateway 10.10.21 qui est sa passerelle, mais par contre, il ne peut pas pinguer une autre passerelle de l'autre côté, disons la 10.10.100.1. Il ne pourra pas l'atteindre normalement parce que c'est un réseau privé d'un autre côté. Le but de notre exercice est de créer un VPN de telle façon qu'il puisse pinguer, qu'il puisse atteindre n'importe quelle machine de ce côté. Donc, c'est ce que nous allons faire à la prochaine vidéo.